ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが。 Hop, nouvelle vidéo, nouveau Raptor Talk. Raptor Talk, c'est le format où on discute ensemble, où je vous expose un petit peu mes opinions, comment je les construis, ce qui m'amène à penser ce que je pense sur tel ou tel sujet, et ça nous permet d'échanger en espace commentaire. Si vous trouvez que tel ou tel argument a été intéressant, peut-être que vous n'y avez pas pensé, ou que vous êtes simplement pas d'accord, et c'est ok, puisqu'il s'agit que d'opinions, et c'est le but des échanges et de la discussion. J'ai cru comprendre que le dernier Raptor Talk, donc sur Éric Zemmour pour ou contre, vous avez beaucoup plu, donc on est reparti aujourd'hui avec un sujet d'actualité qui m'a beaucoup été demandé sur Instagram, @RaptorVSFont, c'est le débat évidemment entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. 近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、呪い呪い。 Donc j'ai regardé ce débat à la télé, je l'ai revisionné une deuxième fois en prenant quelques notes pour tirer les idées principales qui ont été évoquées, et je vous propose de l'analyser simplement en regardant ce que chacun a dit, en essayant d'expliquer pourquoi il l'a dit, et derrière mon avis, si je suis d'accord, si je trouve ça intéressant ou pas, si je trouve que l'un ou l'autre se trompe, ou si j'ai une vision totalement différente, et vous allez voir que c'est souvent le cas. Donc on va suivre le même plan que celui du débat, c'est-à-dire grand 1, la France est-elle en danger, c'était ça la grande question, sur des sujets un peu de société, et grand 2, comment réduire la fracture sociale, et là c'était un petit peu plus orienté économie, pouvoir d'achat, écologie, etc. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer, je suis le Raptor, et vous regardez Raptor Talk. Première partie de ce débat, c'était « La France est-elle en danger ?» C'était le titre, et il y avait plusieurs points, notamment le premier qui était l'immigration et l'intégration. Et là, on a vu s'opposer deux idéaux finalement, du côté de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il appelle la créolisation, et du côté d'Éric Zemmour, ce qu'il appelle l'assimilation. Donc du côté de Jean-Luc Mélenchon, lui, il voit aucun problème à ce qu'il y ait des flux de migrants, il pense que c'est des flux économiques principalement, c'est-à-dire des gens qui viennent pour chercher du travail, pour vivre dans des conditions meilleures que celles du pays qu'ils ont quitté, et qu'il n'y a aucun souci tant qu'ils contreviennent pas à la loi évidemment. Il estime que la France a un héritage, une tradition de terre d'accueil et que ça l'enrichit culturellement de recevoir des gens de divers endroits de la planète qui finalement s'agglomèrent et en vivant comme il le souhaite créent un partage de culture qui suscite la curiosité, l'enrichissement, l'ouverture au monde, d'esprit, etc. Il estime par exemple que ce sont les patrons qui ont souhaité cette immigration massive pour faire pression notamment sur les bas salaires, donc il dit que c'est trop facile de pointer la gauche d'être responsable de l'immigration alors que la droite patronale en fait l'a voulu tout autant. Il évoque aussi que ça participe à la bonne réputation mondiale, à l'excellence française, d'accueillir des gens venant de partout dans le monde, notamment dans les échanges étrangers, avec c'est vrai des étudiants étrangers qui arrivent pour finir leur cursus académique dans des entreprises ou des universités françaises, ce qui crée des bonnes relations internationales et des retours d'expérience venant des quatre coins du globe. Pour lui, ce sont les politiques justement comme Éric Zemmour qui poussent à l'affrontement, qui alimentent les flammes des tensions entre les différentes cultures et différents peuples qui sont en France, alors qu'en fait tout le monde est français et que la vraie lutte se situe entre les inégalités sociales. À l'opposé, justement, Éric Zemmour défend ce qu'il appelle l'assimilation, ce qu'il définit d'ailleurs par opposition au concept d'intégration. Selon lui, c'est à l'État par la loi de forcer les gens qui voudraient devenir français, qui voudraient venir sur le sol français et obtenir la nationalité, à d'abord, en quelque sorte, montrer patte blanche, c'est-à-dire en adoptant les us et coutumes du peuple dans lequel ils veulent vivre, la culture, l'histoire, etc., en s'appropriant tout cet héritage. Pour lui, la France est un pays millénaire, et selon lui, c'est uniquement après un rituel d'assimilation, en quelque sorte, qu'on pourrait filtrer les gens qui seraient incompatibles avec la France et ses idéaux, et sa volonté de conserver son héritage culturel et de peuple millénaire, et ceux qui au contraire auraient quelque chose d'intéressant à apporter, à partager, qui participeraient à l'histoire de ce pays, dont d'ailleurs ils font partie tous les deux, ce qui est drôle. Alors moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'en fait il y a une fatalité, c'est que les gens ont tendance, comme ça, c'est inscrit dans nos gènes, dans notre survie, à se rassembler par rapport à leur ressemblance. Quand vous voyez que vous ressemblez, que vous appartenez à un même groupe avec d'autres personnes, vous avez tendance à vous en rapprocher, et donc forcément, si vous rapprochez des gens qui vous ressemblent, c'est que vous ne vous rapprochez pas des gens qui ne vous ressemblent pas. Et plus la culture d'origine des individus est forte, plus ce phénomène apparaît. Donc en fait, moi je considère qu'il y a une fatalité dans le nombre. Quand on a un nombre trop grand de gens qui viennent d'une même culture, et bien ils ont tendance à rester entre eux, et fatalement à conserver leurs us et coutumes. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec les Français à l'étranger. Parfois, il y a des pays où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des expatriés, et qui, s'ils avaient été seuls, seraient restés, en fait, se seraient dilués, en quelque sorte, dans leur pays d'accueil. Et bien, en fait, en se retrouvant en très grand nombre, finalement, on constitue un bloc hétérogène dans le pays d'accueil. Ça, pour moi, c'est une fatalité, c'est pas quelque chose qui appartient aux communautés maghrébines, aux communautés noires, etc. Et je suis d'accord, c'est vrai avec Éric Zemmour, quand il dit qu'on ne peut pas comparer l'immigration européenne, italienne, espagnole, etc., qui a eu dans les années 50-70, et l'immigration actuelle, qui est à majorité africaine. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois rien.
et qui vient avec un socle culturel, religieux complètement différent. Et forcément, pour moi, quand on a des très grands nombres comme on a aujourd'hui, eh bien on obtient un peuple dans le peuple. Et alors vous allez me dire, mais quel est le problème? Parce qu'a priori on pourrait se dire, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que en fait, quand un peuple, selon moi, est trop hétérogène et divisé en trop de socles, eh bien on voit apparaître des intérêts divergents et on n'a plus d'unité commune, on n'a plus de projet commun. Donc selon moi, le pays sans projet commun, parce qu'il est trop divisé dans sa population, ne peut plus s'élever. Au-delà de ça, on a forcément des tensions, parce qu'en fait, l'attitude naturelle conquérante des hommes, notamment de chaque milieu culturel, pousse très souvent à l'affrontement, en tout cas à la rivalité. C'est finalement un instinct tribal qu'on a depuis des milliers d'années. Pour moi, ça c'est le problème qui est principal et qui est une fatalité. Et je vois que de l'autre côté, en fait, on a tendance, parce qu'on croit à cette utopie d'un peuple multiculturel qui n'est pas multiconflictuel, et on se dit finalement, s'il y a des problèmes, si on observe des problèmes, c'est que c'est dû au racisme. Et évidemment, puisqu'on est en France, évidemment le racisme vient uniquement d'un côté. Donc voilà, ça c'est mon opinion sur ce sujet-là, et je pense que si la France va vraiment aussi mal aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est entêtée dans la recherche d'une utopie et d'un bouc émissaire que serait le racisme pour justifier les tensions interculture. Deuxième sujet important de cette première partie, c'était l'insécurité. Donc d'abord a été évoqué le cas de la police. Donc Jean-Luc Mélenchon, lui, il propose de désarmer la police, c'est-à-dire de leur en retirer l'usage des flashballs, des grenades de désencerclement et compagnie. Selon lui, les violences policières sont inacceptables. Il a notamment évoqué les gilets jaunes éborgnés par des flashballs, et il souhaite que les policiers soient mieux formés et obtenir un régime d'apaisement global de la société pour ne plus avoir besoin en fait de mettre des coups de flashball. De l'autre côté, Éric Zemmour soutient la police, et plutôt que de parler de violence policière, il parle de police violentée. Il parle d'une police qui ne peut plus pénétrer dans certains quartiers, d'une police qui n'est plus respectée, d'une police qui est prise à partie par des groupes de jeunes dans les quartiers, et donc il estime qu'au contraire il faut leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent assurer la paix, l'ordre et régler le problème de la délinquance en France. Et donc justement ça a ouvert le sujet de la délinquance. Jean-Luc Mélenchon, il attribue la délinquance à la montée de la pauvreté, et au contraire évidemment Éric Zemmour, il associe la montée de la délinquance à la montée de l'immigration. Selon lui, il n'y a pas de corrélation directe entre être pauvre et être un délinquant, et il trouvait que c'était une insulte d'ailleurs aux populations modestes. Et donc forcément, quand il a souligné l'aspect ethnique de la chose, Mélenchon lui a dit qu'il attisait les haines et qu'il incitait à la guerre civile, ce à quoi Zemmour a répondu que la guerre civile était déjà là. Il a évoqué la tête qui roule de Samuel Paty, et là-dessus c'est fini cet échange. Donc à ce sujet, moi mon opinion, c'est que en fait je comprends les arguments de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Mélenchon, quand il évoque les flashballs et le problème des violences policières, on se souvient tous des images des gilets jaunes éborgnés, mutilés. C'est des images finalement qui nous ont pas complètement percutés parce que le système médiatique n'a pas voulu qu'ils nous percutent. Et je vous assure que si on avait observé ça dans un autre pays et que le système médiatique avait voulu en faire quelque chose d'horrible, tout le monde aurait considéré à juste titre que c'était absolument pas normal, et qu'un pays qui autorise sa police à tirer dans les yeux des manifestants a un problème général avec ce qu'on appelle la démocratie. Sauf que pour moi ça soulève encore le problème du débat, est-ce que c'est le flashball qui tire dans les yeux ou le policier qui a le flashball? Je pense pas que la solution soit de désarmer les policiers, parce que en effet, et c'est là où je suis d'accord avec ce qu'Éric Zemmour dit, c'est qu'on observe une police qui n'est plus respectée. On voit des vidéos de policiers qui se prennent des chassés dans leur voiture, et des policiers qui avaient été brûlés dans leur voiture. Ça c'est des images intolérables, et on aimerait que les policiers soient plus respectés, mais ça vient pas forcément de leur armement. Pour moi ça vient d'abord des ordres donnés par les décisionnaires et d'un gouvernement qui cultive sciemment cet état de déliquescence qu'on a en France. Donc pour moi la solution vient uniquement d'en haut, avec des prises de décision, et les policiers n'ont pas forcément besoin d'être plus armés, d'avoir des gros flingues comme aux États-Unis, même si c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu dissuasif où on n'a pas trop envie de s'énerver. Donc ça c'est pour le premier point concernant la police. Ensuite concernant la délinquance, je trouve pas que ce soit une insulte de la lier à la pauvreté, mais justement que c'est statistiquement faux. Les personnes les plus pauvres de France sont notamment dans la Creuse, dans les endroits de campagne avec des énormes déserts médicaux, etc. Et ça ne fait pas d'eux des délinquants en fait. Et également j'ai toujours trouvé très ridicule de dire que quelqu'un attise la guerre civile parce qu'il dénonce un problème. Pour moi c'est une attitude de soumission, parce que ça voudrait dire que dénoncer un problème, c'est en fait tenir tête à son agresseur. Et donc en fait on est en train de culpabiliser la victime, celle qui prend, et on lui dit arrête de relever la tête et d'essayer de te défendre parce que tu vas créer un affrontement. Pour moi c'est un argument qui est justement extrêmement révélateur d'une situation qui en réalité est gravissime. Et enfin dans cette partie a été abordé un troisième point sur l'OTAN. Globalement les deux parties étaient d'accord pour que la France reprenne sa souveraineté militaire en sortant de l'OTAN, qui est en fait une sorte de satellite des États-Unis, mais on va pas rentrer dans le détail parce que ça a été très vite mis de côté vu que les deux parties étaient d'accord et que le temps pressait. Donc on va passer nous-mêmes à la deuxième grande partie de ce débat.
Deuxième grande partie de ce débat, c'était comment réduire la fracture sociale. Le premier sujet important qui a été évoqué, c'était le pouvoir d'achat. Donc là, chacun a présenté ses propositions pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le niveau de confort moyen des Français. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, dans la tradition un peu socialiste, communiste, il a proposé toute une série de mesures, par exemple de revaloriser le SMIC, de l'augmenter de 16%, ce qui selon lui ferait mécaniquement augmenter tous les autres salaires, de diminuer l'âge de la retraite, parce que selon lui, en fait, si on prend sa retraite plus tôt, alors on vit avec moins de stress, avec plus de calme, et donc on génère moins de maladies, donc ça coûte moins cher à la sécu, etc. Il a proposé également que l'État contrôle le prix de plusieurs denrées, dont l'alimentation, le pétrole, le gaz, etc. D'appliquer ce qu'il appelle une politique protectionniste, c'est-à-dire un système qui donne des avantages économiques à des filières françaises, et il s'est plaint globalement que la France était un pays très riche, mais avec des habitants qui étaient pauvres, et donc il veut augmenter la redistribution via les taxes et les impôts, notamment pour les très grandes richesses. De l'autre côté, mais pas forcément très éloigné, Éric Zemmour, lui, il a dénoncé un État-providence obèse, c'est-à-dire que selon lui, il y a beaucoup trop de dépenses sociales, des aides sociales à ceci, des aides à cela, et que il fallait les limiter, et que la première étape pour les limiter, c'était donc la baisse des impôts et d'arrêter de distribuer toutes ces aides sociales, notamment aux populations étrangères. Selon lui, la France est plutôt un pays qui est en train de s'appauvrir, parce qu'elle a arrêté de produire sur son sol et qu'elle délocalise énormément, et donc la solution pour redonner sa grandeur à la France, et donc mécaniquement augmenter le niveau de vie des Français, ce serait de diminuer les impôts et les taxes, et de limiter les aides sociales aux seules personnes ayant la nationalité française. Moi, mon opinion sur ces questions économiques, c'est que, en fait, plus l'État intervient dans l'économie, en essayant de régler un problème, plus il crée 5 nouveaux problèmes. Et je vais vous donner un exemple concret qui va vous faire comprendre comment l'État s'aborde lui-même la productivité et la compétitivité de ses entreprises. La France bénéficie d'un savoir-faire, d'une capacité à produire des très belles choses, avec de la main-d'œuvre de qualité, etc., etc. Et en fait, elle perd toute compétitivité parce que chaque entreprise, avant de mettre un article en vente, doit assumer tout un tas de charges, de taxes et d'impôts en tiroir qui n'en finissent pas et qui font gonfler le prix, et ce prix se répercute sur les consommateurs. Donc le consommateur français, même s'il a envie de consommer français, de soutenir l'économie de son pays, qu'est-ce qu'il fait? Il finit, parce qu'il n'a pas un portefeuille illimité, il finit par se rediriger vers un article de mauvaise qualité et de très bon prix, notamment du Made in China et compagnie. Face à une concurrence avec laquelle on ne pouvait plus du tout entrer en compétition, les grosses entreprises ont délocalisé, donc elles ont profité de tous les avantages des autres pays pour vendre ensuite en France, notamment les grosses multinationales. Et elles, vous pouvez leur mettre toutes les taxes que vous voulez, leurs capitaux se déplacent très facilement à l'étranger, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le système de taxes et d'impôts qui est démesuré en France ne fait que retomber sur les classes moyennes, les entrepreneurs qui essayent de s'en sortir, ce qui bloque tout essor économique et en fait qui bloque tout accès à la compétition avec les gros acteurs du jeu économique. Aujourd'hui, si vous montez votre business et que vous essayez de monter, vous allez vous faire démolir par les impôts, et en plus vous allez proposer des prix qui vont être dans une autre catégorie par rapport à des produits made in China, etc. Donc la première chose à faire, ce serait en fait de revoir complètement le système de taxation des entreprises et sortir de cette mentalité finalement d'esclave qui serait que bon, on a des menottes, on est attaché, on est tiré vers le bas par des taxes et des impôts, et c'est pas juste, il faudrait que tous les autres soient tirés vers le bas. Ça n'arrivera jamais, et c'est malheureusement un filon qui est exploité par les hommes politiques en vous promettant qu'ils vont taxer les grandes multinationales, etc. Mais vous ne devriez pas exiger que les multinationales soient taxées, vous devriez exiger que vos entrepreneurs qui essayent de s'en sortir et de proposer et de concurrencer avec tout le savoir-faire de qualité français soient libérés de leur chaîne. Et dans ce cas-là, si une entreprise française n'arrive pas par sa qualité de production à concurrencer un truc fait dans une cave au Bangladesh, là, bah ça sert à rien, mais avec les sous la porte, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça, et c'est pas grave, vous ferez autre chose. Donc vraiment pour moi, il faut fluidifier tout l'accès à l'emploi, tout le processus de création d'entreprise, permettre leur essor, et en plus c'est tout à fait possible qu'à la fin on tire plus de profit de l'impôt restant, parce qu'en fait on aura créé beaucoup plus de richesses. Donc pour moi, la France est un pays riche, qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup de savoir-faire, et qui doit le valoriser et arrêter d'étouffer ses entrepreneurs, ses sociétés, et donc derrière forcément ses consommateurs, et qui profitent derrière de tout ça, eh bien ce sont les grosses multinationales. Et c'est globalement toujours ça le problème, c'est qu'en fait on est dans une politique d'austérité vis-à-vis de la France qui travaille, qui est productrice, et ceux qui tirent leur épingle du jeu et qui ont raison, puisque s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux, et la France est peut-être le pire au monde. Et moi j'observe que c'est le processus sur lequel on est en train de se rendre, c'est une oligarchie toute puissante qui échappe à toutes les règles, et en bas une masse qui est complètement essorée et qui donne toute sa force de travail à des impôts qui servent à toute la planète. Et d'ailleurs je pense que même du point de vue d'Éric Zemmour, si vous voulez régler les problèmes avec l'immigration, etc.,
il devrait adopter un point de vue beaucoup plus libéral. Ça c'est la première chose et elle est très importante. Maintenant on va passer sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet de cette deuxième partie, c'était l'écologie. Donc la discussion a tourné principalement autour de la production de CO2. Et là Éric Zemmour a défendu l'énergie nucléaire en disant que c'était d'abord une technologie française, qu'elle assurait notre souveraineté énergétique, qu'elle permettait d'avoir une énergie à faible coût, donc d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, et que de manière efficace c'était l'énergie qui produisait le moins de CO2. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, lui son argument principal c'était qu'on n'était pas à l'abri d'une catastrophe nucléaire et donc qu'il voulait la sortie progressive du nucléaire de la France et son développement des différents types d'énergie renouvelable. Il évoquait que l'énergie nucléaire posait aussi le problème des déchets nucléaires et qu'il était souhaitable que, en tant que société, on devienne un petit peu plus sobre sur notre consommation d'énergie. Alors mon opinion sur ce sujet, c'est que déjà il faut bien distinguer l'écologie, qui est la science de l'environnement, et l'écologisme, qui est une idéologie qui s'accroche à l'écologie. C'est tout à fait différent et c'est ce qui donne en fait lieu à des interprétations et de la manipulation autour de cette problématique qui intéresse les Français et donc forcément intéresse les hommes politiques. La deuxième chose, c'est que je trouve que les sujets en rapport avec l'écologie sont trop centrés sur le CO2. L'écologie, c'est surtout pour moi la pollution des eaux, le rapport à l'environnement, le rapport à l'animal, la pollution de l'air, etc., etc., avant d'être le CO2 qui entraîne un effet de serre. Et j'ai l'impression que si le débat est orienté uniquement vers le CO2, c'est parce que en fait il permet d'entraîner des taxes carbone, etc., et de fermer les yeux sur des pollutions qui sont souvent, en grande partie, liées à des entreprises multinationales qui vont dans des pays secondaires pour faire leur activité et y saloper absolument tout l'environnement. Même si évidemment, on voit dans la population, en France et dans d'autres pays, c'est hardcore, les gens sont des enculés qui jettent tout par terre, on trouve parfois des marées de bouteilles de plastique. Les Français ont beau dire qu'ils ont à cœur l'écologie, la réalité c'est que les masques ont été retrouvés tous par terre, dans les lacs, partout. Beaucoup trop de gens fument et jettent leurs mégots par terre, les gens vident leurs poubelles de voitures par la fenêtre, c'est n'importe quoi, donc il y a un manque d'éducation déjà des gens. Et enfin, je développerai de toute façon tout mon avis sur l'écologie dans une grosse vidéo que je devrais faire un de ces quatre, je vous le promets, et ce sera vraiment un gros pavé qui durera 40 minutes je le pense. Du coup, je voulais reprendre le dernier point qui a été évoqué dans ce débat pour en faire mon départ de conclusion. Le dernier sujet de ce débat, c'était sur l'abstention. Et là, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon étaient d'accord, et moi aussi je suis d'accord, l'abstention en France, elle est due au fait que les gens ont l'impression que leur vote ne sert à rien. En fait, que les partis droite, gauche, alternance mènent à toujours la même politique. Et là, je vais rajouter mon analyse, c'est que je pense tout simplement que les Français n'ont pas envie de changement, n'ont pas envie de brusquer leur vie, ils veulent continuer tranquillement sur la vague. Et donc ça amène forcément ceux qui sont le plus consensuels dans le statu quo à toujours être élus. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, qui est la quintessence de cet état d'esprit, a été élu et sera probablement réélu s'il se représente. Et ce phénomène est amplifié par le fait que tous les sujets vraiment problématiques sont toujours tabous, politiquement incorrects, donc on évite d'en parler, et ça contribue en fait à valoriser ceux qui rentrent dans le jeu de ces tabous et qui les dénoncent comme tels. Ensuite, il y a un deuxième problème qui avait été évoqué, et je suis d'accord avec celui-là, c'est le concept de monarchie présidentielle. C'est-à-dire que finalement le président est un peu tout puissant, réunit ses conseils de défense, prend des décisions, et on a constaté qu'il y avait finalement très peu de contre-pouvoirs, et que s'il y avait des décisions à prendre dans telle ou telle assemblée, on faisait le vote, si le vote passe pas, on met un petit coup de pression et on recommence le vote, jusqu'à ce que ça passe, tranquille. Et ils étaient tous les deux d'accord pour dire qu'il fallait plus de référendums qui ont été complètement abandonnés après la trahison du référendum par Nicolas Sarkozy. Et ça, justement, c'était l'occasion de rebondir sur le sujet d'actualité principal qui, en fait, a supplanté tous les autres problèmes. On a d'un côté Éric Zemmour qui pense que le danger principal en France pour son avenir c'est l'immigration massive, de l'autre côté Mélenchon qui disait que le problème principal en France pour son avenir c'était la problématique écologique, et en fait ils oublient que le problème immédiat qui a supplanté tous les autres c'est le problème sanitaire, c'est la gestion de cette crise sanitaire. Évidemment je peux pas m'y pencher plus parce qu'on est sur YouTube et que YouTube a un règlement particulier sur ce sujet, d'ailleurs sur beaucoup d'autres. Et c'était l'occasion en fait de traiter la problématique principale des Français, d'ailleurs c'était suggéré par les journalistes. On observe que finalement les deux candidats ont évité ce sujet. Je l'ai déjà dit pourquoi, c'est parce qu'il est clivant, et donc finalement en l'évitant, certes ils évitent de diviser leur électorat, mais qui va monter et en profiter énormément? Eh bien ce sont les partis du centre, ils décréteront un appui au gouvernement, et ils diront même que le gouvernement n'en a pas assez fait, alors qu'on a assisté dans la dernière année et demie à des restrictions de liberté phénoménales, et moi j'ai trouvé ça terrible, et ça a renforcé mon sentiment d'assister à une espèce de pièce de théâtre où on fait jouer la démocratie, ouais super, il y a un débat jeudi soir, ce qui en fait est un pur divertissement. C'est que le sujet principal qui aujourd'hui brise des vies
vie, brise des vies professionnelles, des vies de famille en France, n'a pas été évoqué. Ce qui signifie que tout ça, en fait, est là pour redonner un semblant de dynamique, d'impression aux Français qu'ils agissent dans leur vie. Évidemment, dans la suite, ce sujet sera abordé, mais là, c'était un peu la grande déception de ce débat, pour ma part. En tout cas, j'espère vous avoir permis dans cette vidéo de comprendre un petit peu mieux les points de vue de chacun. Je pense que l'essentiel pour un projet commun et pour s'élever un petit peu, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'autre pense ça, au lieu de l'invectiver tout de suite, de raciste, de gauchiste, de ceci, cela. Je vous rappelle que mon état d'esprit, c'est d'abord de se prendre en main soi-même, de gérer sa vie de famille, pour espérer obtenir ce qui sera le reflet, en fait, de la petite vie de chaque individu, une société un peu plus en harmonie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, suivez-moi sur Instagram @raptorvsfont. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir, soutenir une entreprise française et vous soutenir, que vous souhaitez vous remettre en forme, prendre du muscle, perdre du gras, prendre de la force, devenir plus athlétique, plus de cardio, je travaille avec un coach diplômé et ensemble on vous réalise un programme d'entraînement et un plan nutritionnel qui sont tous les deux personnalisés à votre profil, vos objectifs, votre mode de vie, votre matériel, etc., etc. Donc si vous voulez vous reprendre en main, changer de vie et changer d'état d'esprit, devenir extrêmement déter, allez sur raptorcoaching.pro, c'est le moment, vous aurez 20% sur tout le site pendant 24 heures. C'était Raptor, ciao.